Bienvenue à tous, installez-vous confortablement pour la grande finale de ce quiz, Laïa contre Soph. Nos deux concurrentes sont à présent ex-aequo. Cette ultime question va les départager pour gagner les lots suivants. Pour toi, Soph, un voyage dans le temps pour assister au concert Live Aid de Wembley en 1985. Et pour toi, Laïa, une soirée entière de tango argentin avec Rudolph Valentino. Tenez-vous prête, attention. Quel acteur a été la toute première star mondiale de l'histoire du cinéma? Allez, un petit indice. C'était un acteur burlesque qui était à l'époque le mieux payé du monde. Charlie Chaplin. Mais oui, c'est exact. Bravo à vous, Soph. Vous allez voir Queen en live. Eh mais quoi, mais... Non, mais attendez, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Le tout premier acteur vedette de ciné, c'était Max Linder. Chaplin n'est venu qu'après lui. Ah, désolé, Laïa. Il faut accepter la défaite. Personne ici n'a jamais entendu le nom de ce monsieur Quinder. Linder! Max Linder! C'est une injustice que je vais réparer, fille, ça, vous allez voir ça! Et mon concert? Ta carte de voir Bohemian Rhapsody! Max Linder est né le 16 décembre 1883 en tant que Gabriel Leviel, dans le petit village de Saint-Loubès, en Gironde. Il passe une enfance assez rude et a une scolarité plutôt chaotique. Mais comme il a une vraie affinité avec la scène, même après s'être fait virer du conservatoire de Bordeaux, il continue à brûler les planches par tous les moyens possibles. En 1904, à 21 ans, il monte à Paris pour se produire entre autres au théâtre de l'Ambigu. Mais avant de poursuivre une carrière artistique, Gabriel doit d'abord changer de nom à la demande de son père. Bon, j'imagine que monsieur ne veut pas qu'on sache qu'il a un fils saltimbanque. Ça lui va bien de se soucier de la réputation familiale. Il nous a quand même placés en garde chez nos grands-parents, mon frère et moi, quand maman et lui ont émigré en Amérique pour aller faire fortune. Et du coup, on va t'appeler comment maintenant? Et ben dorénavant, je serai connu en tant que Max Linder. Oh la vache, c'est superbe! Comment t'as trouvé un nom qui claque autant? Je me suis baladé à Bordeaux, c'était le nom d'un magasin de chaussures. Ce cher Max bouillonne d'idées, et bientôt le théâtre ne lui suffit plus. Le compère a d'ailleurs une nouvelle lubie, c'est le grand écran. Alors, petit encart historique, je vous parle ici d'une époque bien antérieure à celle que j'avais déjà évoquée pour vous dans d'autres néchroniques. On est alors en 1905. Le cinématographe avait été inventé il y a quoi, une dizaine d'années. On commence à avoir en main la technique, maintenant, faut trouver quoi projeter. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui des films et méthodes de narration n'existe pas encore. Le star system des acteurs de cinéma muet n'apparaîtra que vers les années 1915, et encore seulement en Amérique. Mon cher Max, tu te sens te donner un coup de pied dans la fourmilière? Ça ressemble à l'univers avant le Big Bang. De mon point de vue, je verrais plutôt ça comme une belle page blanche à remplir. En cette année 1905, Max fait un bond depuis le théâtre jusqu'à la maison Pathé. Fournisseur de matériel de projection, producteur des actualités Pathé Journal et laboratoire cinématographique. On dirait bien que t'as trouvé un job à la hauteur de ton imagination. Et fais gaffe quand même à pas te faire exploiter. T'es le petit nouveau, hein? Oh, pour cet emploi, je me ferai volontiers exploiter jusqu'à trépas avec la plus grande joie. Regarde un peu ça. Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous engageons pour faire du cinématographe. C'est pas magnifique, ça? C'est un peu vague pour moi, en fait. Ils veulent dire quoi par là? Est-ce que tu seras acteur? Ouais. Ou bien cascadeur? Mhm. Scénariste? Ouais, aussi. Réalisateur? Ouais. Mais attends, lequel, du coup? Ah bah, tout ça à la fois. Et le pire, c'est que Max est comme un poisson dans l'eau et arrive à mitrailler en moyenne un court-métrage par jour, en étant au four et au moulin. Après quelques figurations chez les autres, il va avoir une idée de génie et se crée un personnage unique à interpréter, baptisé simplement Max. Il va lui peaufiner un look très classe avec queue de pie, chapeau de forme, cravate et canne, beaucoup de charme, petite moustache, regard bien expressif. Et niveau caractère,
une certaine attirance pour les histoires compliquées avec ces dames, et une sale manie à se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. La grande nouveauté dans son procédé comique, c'est que lui n'utilise ni grimace ni contorsion. On est sur un humour assez classe, proche du théâtre vaudeville. Et avouez, rien que la description, ça donne envie d'en voir plus, hein. Ce personnage a été créé vers 1910, et pour suivre le rythme de sortie de ses films, Max va s'essayer à quasiment tous les métiers possibles et imaginables. Bah tenez, un peu comme les albums de Martine. Il passe de torero à boxeur, et même prof de tango. Il va même tourner avec le tout jeune Maurice Chevalier en 1911. Max Linder était un joli garçon. Un beau garçon, fin. Pas très très grand, mais mince et très excessivement sympathique. Petite moustache noire, des grands yeux, tout ça. Très fantaisiste, athlète complet. Et c'était d'autant plus extraordinaire de voir des choses comme ça lui arriver à lui. Le personnage de Max a l'effet d'une bombe dans le pays. Histoire d'en profiter, même les tout premiers films où Linder était apparu sont renommés avec le seul nom de Max. Je suis en train de faire le décompte de ton rythme de production. En 1909, t'as sorti pas loin de 40 films. Pareil en 1910. Et soudain en 1911, tu t'arrêtes plusieurs mois d'affilée. Bah alors, t'as pris froid ? Oh, j'ai eu une petite baisse de forme. On m'a demandé de lever un peu le pied. Une baisse de forme ? Max, je vois que tu t'es salement blessé en faisant une cascade en patin à roulettes, en plein spectacle au Théâtre de la Cigale. Oui, bon, j'ai eu un gros bleu, un bisou magique et je suis remonté en selle, hein. Pas de quoi fouetter un chat. Me la fais pas, j'ai lu ton dossier médical. T'as été éventré, mon cher. Alors, me baratine pas avec une petite baisse de forme. T'aurais dû prendre une année sabbatique. C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti que 11 films cette année-là. Généralement, un break dans la carrière d'une star, c'est périlleux. Quand ils reviennent dans le circuit, ils sont passés de mode, le public les a oubliés, et ils arrivent plus à retrouver leur gloire d'avant. Mais bon, là, on parle quand même de Max Linder. Oui, bon, ça va, on sait maintenant. En 1912, le revoilà tout pimpant, monté sur ressort, à sortir à nouveau son ratio de 40 films par an. Eh ben, c'est la folie dans le pays. On en est au point que son succès dépasse même les frontières, et Max se permet quelques tournées en Europe jusqu'en Russie. Et attention, pas en mode incognito pour tâter le terrain, hein. Pour vous donner une idée, à son arrivée à Saint-Pétersbourg, l'armée a dû intervenir pour écarter la foule en délire et qu'il puisse descendre de son train. Vous vous rendez compte que la première superstar internationale du cinéma nous vient de France, alors que Hollywood n'existe même pas encore. Par contre, si la pire des blessures peut pas ralentir sa carrière, la guerre y parvient mieux. En 1914, Max est envoyé au front où il sera plusieurs fois blessé et gazé avant de se faire réformer. Comme on s'en doute, il revient de la guerre assez patraque. Tu fais quand même gaffe à ta santé, hein ? Oui, tu me connais. Ouais. Quand est-ce que t'as repris le travail ? En 1916. J'estimais que j'étais bien rétabli. Moins de 2 ans après ton retour de la guerre. Et signer direct un contrat avec un studio américain pour leur tourner 12 films, c'était pas un peu précipité ? Bon, je vous spoil, si, c'était carrément précipité. Max était en réalité pas totalement remis et pas encore prêt à reprendre le rythme de travail de fou qu'il avait quelques années avant. Sur les 12 films commandés par le studio Essanay, l'ancienne boîte de Chaplin, il pourra en livrer au total que 3. Il devra au final tout plaquer pour se faire soigner en sanatorium à Los Angeles. Et comme ce traitement suffisait pas, il est retourné en France pour être retapé directement chez lui. Il devra encore attendre toute une année avant de pouvoir tourner à nouveau. Patience est mère de famille. 1000 pardons. Cette mésaventure m'a servi de leçon, mais je suis à présent totalement remis. Ouais, t'auras beau me le servir à toutes les sauces, je te crois plus, moi. Oh, et fichtre, j'ai pas besoin de me justifier. Regarde plutôt les résultats. En 1919, j'ai inauguré un cinéma à mon nom à Paris. J'ai eu un énorme succès avec mon long métrage Le Petit Café. Le public m'a acclamé.
La presse a annoncé que j'étais enfin de retour. Et d'ici la fin de l'année, je repars pour de bon en Amérique. Il y a ce quartier à Los Angeles, Hollywood. C'est en train de devenir un vrai vivier pour la création de films. Mais pourquoi t'as un tel besoin de courir partout comme ça? T'as plus rien à prouver, le public t'adore. Parce que si je m'arrête, tout le monde va m'oublier. Vous vous rendez pas compte? En Amérique, le cinéma est devenu une telle industrie. Ah, ça évolue à une vitesse folle. Si je continue pas à m'activer, d'ici 5 ans, on verra plus que du cinéma américain, des stars américaines partout dans le monde, même en France. Je dois rester à l'affiche pour pas me faire noyer par tous les nouveaux comiques américains, les Harold Lloyd, les Buster Keaton, les Roscoe Arbuckle. En plus, je sais qu'on essaye en ce moment des techniques pour rajouter du son sur les films et qu'on puisse entendre les dialogues. S'ils y arrivent effectivement, mon comique vaudra plus rien. Alors, tant pis, si ma santé est pas à son mieux, je dois pas vieillir. Je dois pas être oublié. J'ai trop apporté à cet art pour être jeté aux ordures comme ça. Je suis désolée, Max. Je m'excuse de pas m'en être rendu compte. Et le pire, c'est que, comme toujours, t'as raison. T'arrives à anticiper correctement sur le long terme. Mais, tu sais, je pense pas que tu finisses jeté aux ordures. Regarde, à la fin de la guerre, t'es quand même l'acteur le mieux payé du monde entier. T'as tout le public de France dans la poche, et même au-delà. Et je crois même que t'as certains admirateurs qui forcent le respect. Hein. Regarde, il y en a un qui s'est déplacé depuis son Amérique pour te rencontrer en personne. Monsieur Linder, c'est un tel honneur de pouvoir vous parler. J'admire tellement vos films, votre travail. Je suis moi-même acteur comique et je commence à avoir un peu de succès. Et ça, c'est à vous que je le dois, je ne l'oublierai pas. Je vous considère comme un maître, je suis un peu votre élève. J'essaie de vous rendre hommage par plusieurs aspects. Le comique de situation sans vulgarité, la création du personnage unique qui fait plusieurs métiers. Bon, là, j'attends juste que ma moustache pousse un peu pour peaufiner. Ah, monsieur, c'est tellement aimable à vous. Pourriez-vous juste me rappeler votre nom, s'il vous plaît, pour votre autographe? Oh, bien sûr, je m'appelle Charles Chaplin. Comme il nous l'a annoncé, Max retourne à Hollywood en 1919. Déjà qu'il pète pas trop la forme, il va jeter toutes ses forces restantes dans le tournage de 3 longs métrages. Et bien entendu, il continue d'y cumuler toutes les fonctions. On n'est plus dans les sketchs Max monte une étagère Billy, Max va au McDo, etc. On a ici des véritables formats longs où son nom n'est même plus dans le titre, même s'il s'agit toujours de comédie burlesque où il interprète son personnage fétiche. Je vous montre ici des images du 3e, Les Trois Mousquetaires, la toute première parodie historique où il détonne en faisant intervenir des objets d'aujourd'hui en plein roman d'Alexandre Dumas. Ce sera d'ailleurs le film dont il sera le plus fier dans toute sa carrière. Le très grand acteur Douglas Fairbanks, dont Max parodiait justement son Trois Mousquetaires plus officiel, se joindra aux félicitations de la profession. Max lira son télégramme à Lausanne où il a dû courir se faire soigner à nouveau et se reposer d'urgence tellement il a abusé. Enfin, Max se repose un petit peu. Et perso, ça me fait plaisir de savoir ça. Du coup, tu te sens un petit peu mieux? Ça t'apporte quelque chose? Tu crois pas si bien dire? Pendant ma cure de soins, j'ai rencontré le grand amour. Oh, mais c'est génial ça! Oh, je suis tellement contente pour vous. Allez, je veux tout savoir sur elle. Comment elle s'appelle? Ninette Peters. Elle vient de la bonne société bordelaise. Je suis fou d'elle. Ninette, ça sonne pas un peu petite fille? Précisément, elle a 16 ans. Quoi? On s'adore tous les deux. Je l'ai même demandé en mariage. Bon, c'est sûr, sa maman s'y est opposée. Mais je me suis pas laissé démonter. J'ai emporté Ninette avec moi pour que personne nous sépare. Ça a fait un barouf dans les journaux. Du coup, sa famille a dû plier et le mariage a bien eu lieu. Et là, nous venons d'avoir une ravissante petite fille, Maude. Elle a une maman de 17 ans, c'est adorable. On a déjà pu soupçonner à quel point Max était angoissé. Mais en 1924, il part en totale roue libre. La vie de couple l'apaise même pas. Il est malade de jalousie envers sa femme, tellement plus jeune que lui.
Elle finira par lancer une procédure de divorce, ce qui va pas arranger l'état dépressif de Max. Elle le sauvera in extremis d'une tentative de suicide. Dire que je me souciais que de l'état physique de Max, je pensais pas que niveau moral il avait morflé à ce point. En octobre 1925, malgré le succès toujours vif et les honneurs qu'il reçoit, Max plaque tous les projets professionnels qu'il avait, notamment le film Le Chevalier Barcasse, qu'il laissera inachevé. Le 31 octobre, Ninette et lui sont retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel, les veines tailladées. L'enquête de police conclura qu'il avait drogué sa femme pour l'obliger à le suivre. Coup de massue pour le cinéma et même la culture française. Dans la bonne société de l'époque, mais surtout dans la famille bourgeoise de Ninette, le suicide de Max était quasiment plus scandaleux que le meurtre de son épouse. Aussi, ceux-ci vont tout mettre en œuvre pour effacer la mémoire de Max Linder. Ses films, son héritage culturel, son art, tout ce qu'il a pu laisser au cinéma. L'éducation de la petite Maude, ainsi que toute sa fortune, sont confiées au frère de Max, Maurice Leviel. Mais celui-ci, traînant sa syphilis, jaloux et rageux envers son frère, va consciencieusement dilapider l'argent de l'héritage, et la pauvre Maude va être au cœur d'une bataille juridique entre lui et la belle famille, davantage pour sa fortune que pour sa garde. Une fois devenue adulte, Maude Linder a pris conscience de l'histoire de sa famille et de qui était son père. Même si elle a jamais pardonné son acte à l'homme qui lui a quand même enlevé sa mère, elle est devenue sincèrement admirative du travail de l'artiste. Elle a créé l'Institut Max Linder pour restaurer les films survivants de son père et les faire connaître au grand public. Elle a donc réalisé dans ce but 2 documentaires, En compagnie de Max Linder en 63 et L'homme au chapeau de soie en 83. Elle a également publié un livre en 92, Max Linder était mon père. Enfin, quand même, Max avait tourné à la base plus de 500 films. Comment ça se fait qu'on ait pu en retrouver qu'une petite centaine ? Ah ça, c'est parce que son frère Maurice les avait enterrés dans le jardin familial, sans aucune protection. Il avait bazardé toutes les boîtes de rangement. Quoi ? Mais comment on peut faire ça ? Enfin, ils ont pu trouver personne d'un peu cinéphile, fichu de prendre une pelle et de creuser pour l'amour du cinéma, quoi. Oui, bah, par exemple. Pour vous rendre compte de toutes les idées que Linder a apportées au cinéma, je vous donne l'exemple de la scène du miroir dans son film 7 ans de malheur en 1921. Les domestiques viennent de casser le grand miroir de Max, mais veulent rien lui dire car il est très superstitieux. Du coup, ils conservent juste le cadre et l'un d'entre eux imite son reflet. Peut-être bien que cette scène vous dit quelque chose sans jamais l'avoir vue avant. C'est parce qu'elle a été reprise des dizaines et des dizaines de fois au cinéma. En hommage par les Marx Brothers, mais aussi détournée en cartoon, jusqu'à des films de plus en plus contemporains. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des tas de choses. Du coup, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et faire en sorte qu'aujourd'hui, plus personne n'oublie qui était Max Linder. J'adresse un immense merci à Cyril 2.0 pour sa participation. Sachez que c'est pas mal grâce à lui si je me suis lancée sur YouTube et qu'aujourd'hui encore, il continue à m'apporter son soutien technique et moral. Je remercie également Petit Suisse qui m'a suggéré l'idée de cet épisode. Merci beaucoup pour l'inspiration. Si l'art de Max Linder peut vous intéresser, sachez que pas mal de ses films sont disponibles sur YouTube en assez bonne qualité. Du coup, je vous suggère également la vidéo du Rufoscope, qui présente sa vie et analyse certains de ses films de manière très intéressante. De mon côté, je vous salue bien bas, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.